Voilà, donc on va commencer sans plus attendre par le premier qui est Plaine de l'Est lyonnais et c'est Thomas Paco qui va le présenter. Bonjour à tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, Thomas Paco, en charge des dossiers agronomie environnement à la Chambre régionale, donc dans l'équipe de Lola. Et j'ai aussi un pied dans l'équipe recherche innovation transfert et en plus particulièrement sur les projets grandes cultures et plantes à parfum aromatiques et médicinales. Alors, comme l'a dit Lola, ces ateliers, ils ont été organisés en novembre avec un certain nombre de partenaires. Donc là, en grande culture, en l'occurrence, on avait essentiellement des collègues des chambres d'agriculture et des instituts techniques. Donc ça a eu lieu sur une demi-journée. Donc effectivement, je pense que ça pourrait être approfondi, ça pourrait être synthétisé d'une manière différente. Mais ce qu'on voulait vous faire, c'était déjà vous faire une restitution de cette première étape. Donc là, la première diapo, elle vous présente quels sont les changements climatiques à l'horizon 2050 que l'on peut observer sur ce territoire, alors qu'on a appelé de la plaine de l'Est lyonnais. Alors en fait, si on reprenait la carte tout à l'heure des OTEX communales, on voit bien se distinguer deux territoires grande culture en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc il y a premier territoire à l'ouest en Auvergne qui est la Limagne-Val d'Allier. Et puis ce territoire, on va dire à l'est de Lyon, qui forme une sorte de carré juste à l'est de Lyon, qui se détache nettement. Alors pourquoi on a retenu ce territoire-là plus particulièrement? C'est parce qu'on avait plus de données disponibles, comme l'a dit Lola, ça faisait partie des critères. Et c'est vrai que là, on avait des livrets Climat 21 qui étaient à notre disposition. Donc, ça nous a permis, pour cette première étape, de choisir ce territoire-là. Alors, les changements observés, donc justement, qui s'appuient sur ces livrets Climat 21, d'abord sur la question des jours de gel au printemps. Et bien, comme vous le voyez, sur les projections de Climat 21, il est prévu de perdre 10 jours de gel d'ici 2050. Ensuite, la dernière gelée sortie d'hiver, elle va fortement se décaler, donc elle va fortement s'avancer. Donc là, on en est plutôt à la mi-avril et ça devrait passer au 20 mars, donc avec des changements quand même assez importants à ce niveau-là. Ensuite, température, sur la partie température, on a une hausse de la disponibilité thermique pour le maïs d'avril à octobre. Alors en fait, la disponibilité thermique pour le maïs, ça correspond à la somme de température en base 6. Donc là, globalement, on va avoir on va atteindre plus rapidement les seuils pour les stades du maïs. Concernant les précipitations, on aura une légère augmentation des précipitations sur la période d'avril à septembre, donc de l'ordre de 30 mm de plus. Et on aura une augmentation relativement modérée de la variabilité interannuelle. Voilà, donc ça, c'est pas, on va dire qu'il n'y a pas de gros changements. Par contre, là, je vous parle des précipitations, et après, il faut mettre tout ça en lien avec les, l'évapotranspiration qui, elle, normalement, va augmenter. Ensuite, vous avez quelques informations justement en lien avec ce qui vient d'être dit sur les SDAG. Donc là, par rapport à la ressource en eau, donc vous voyez qu'on a ici la basse vallée de l'Ain qui est en déséquilibre quantitatif. Mais comme l'a dit tout à l'heure Marc Véraud, il y a des démarches de PGRE, de transfert de prélèvement de la nappe de l'Ain vers le fleuve Rhône. En 2021, on va avoir une observation qui a été faite, c'est la basse vallée de l'Ain qui a l'équilibre quantitatif, mais pas les alluvions de la plaine de l'Ain. Donc la recommandation globale sur la partie eau, c'est de ne pas nuire à l'équilibre. Donc c'est ce qui vous a été dit tout à l'heure. Diapo suivante, Lola. Alors d'abord, donc on a séparé en deux diapos. D'abord les atouts faiblesses et ensuite opportunités menaces. Donc là, on va se retrouver avec donc un certain nombre d'atouts et de faiblesses qui sont, alors pour certains un peu spécifiques, mais pour la plupart, qui pourraient s'appliquer à d'autres territoires de la région, notamment la Limagne-Val d'Allier. Donc là, on a quand même plutôt réfléchi sur la plaine de l'Est lyonnais. Donc vous avez par rapport à l'eau la question de la présence du Rhône qui est très importante et très structurelle pour ce territoire-là. Un réseau d'irrigation relativement moderne et fonctionnel, mais comme on le disait, un accès à la ressource qui se complique et une augmentation du coût de l'irrigation et notamment en termes d'énergie qui est en train on en reparlera tout à l'heure dans les menaces.
Au niveau des sols, ce qu'on a quand même relevé sur ces territoires-là, c'est qu'on a globalement des sols portants qui permettent des interventions. euh, le plus souvent, les interventions sont possibles, ce qui n'est pas le cas dans tous les territoires, bien sûr. Concernant ensuite l'encadrement agricole, enfin le tissu humain qu'il y a autour de ce territoire, il est très important pour l'accompagnement de l'évolution des systèmes. De nombreux acteurs, une expertise très importante, du savoir-faire. En termes de R&D, on a notamment la présence d'une station expérimentale qui est Syntex-Innov à Pusignan, où on travaille sur les aspects variétaux, systèmes de culture innovants, voilà, rotation, etc. Et aussi irrigation de précision. Voilà, donc ça compte aussi, ça compte vraiment dans les atouts. Et enfin, en termes de filière et de débouchés, on a quand même une logistique favorable avec les fleuves, hein, le Rhône qui passe juste dans cette zone, et des capacités de stockage et des organismes stockeurs qui sont importants sur ce territoire-là. En termes de faiblesse, on a, alors, par opposition à ce que je disais tout à l'heure, même si on a des sols portants, malgré tout, ce sont des sols superficiels avec des faibles réserves utiles et parfois caillouteux, donc qui ne permettent pas non plus de tout faire, hein. Il y a quand même des limites. Je vous parlais tout à l'heure des questions de précipitation. Eh bien, en fait, certes, les précipitations, ça ne va pas beaucoup évoluer, mais par contre, on a un vent du sud et un vent du nord qui est fortement présent et qui va entraîner plus d'évapotranspiration. Donc ça va jouer sur le bilan hydrique global, ça va jouer négativement. Globalement, ben, on parle souvent de questions de diversification des cultures pour être plus résilient face au changement climatique. Et bien, on va avoir des soucis avec certaines cultures et les ravages d'oiseaux, notamment en tournesol. Ça a été évoqué à plusieurs reprises. Et puis, ce qu'on peut mentionner aussi, c'est qu'on est dans des zones périurbaines avec beaucoup de néo-ruraux. Il y a une augmentation de la pression foncière qui est importante. Il y a une communication qui n'est pas forcément facile dans ces zones-là sur les démarches entreprises en grande culture. Et puis, on l'a évoqué, les tensions qu'il peut y avoir sur le partage de l'eau. Et enfin, dans les faiblesses, ne pas oublier que pour l'instant, ces systèmes spécialisés en grande culture n'ont pas vraiment d'opportunité pour développer les cultures fourragères. Donc il y a une certaine dépendance économique à des cultures qui marchent bien, comme le maïs irrigué en particulier, et souvent un manque de rentabilité économique pour d'autres cultures en contexte de prix bas et de coûts de production élevés, avec de l'irrigation notamment. Voilà. Si on passe maintenant aux opportunités menaces. Alors, les opportunités, là, c'est pareil, c'est assez général, hein. C'est de dire que concernant l'irrigation et le stockage, il y a des aides publiques, hein, il y a des dispositifs pour accompagner la mise en place de ces dispositifs. Euh, Ensuite, on a, comme je le disais tout à l'heure, un potentiel d'expérimentation de R&D qui est très important, avec de l'offre variétale existante et en cours de développement, notamment du fait de la présence de stations d'expérimentation. Les systèmes, ils sont globalement quand même en cours de diversification, malgré tout ce que j'ai dit tout à l'heure, et notamment du fait de la proximité de la ville de Lyon, avec une certaine relocalisation de l'approvisionnement. Il y a aussi de la diversification en termes de fourrage, de cultures intermédiaires à vocation énergétique pour la méthanisation. Donc il y a des opportunités à saisir en plus là-dessus. Les évolutions climatiques que j'ai mentionnées tout à l'heure, bah, elles vont permettre quand même enfin, elles vont arranger certaines choses, notamment les semis en maïs qu'on va pouvoir avancer, donc des semis de plus en plus précoces, comme je disais, avec des sols portants et moins de risque de gel au printemps. C'est de précocifier le cycle du maïs, ça va permettre d'esquiver les fortes chaleurs d'été à certains stades clés. Et puis, globalement, sur les cultures diverses, ça va permettre d'avancer les dates de récolte, ce qui va permettre derrière la possibilité d'implanter d'autres cultures, des intercultures, des cultures intermédiaires à vocation énergétique, etc. Donc, globalement, ça va laisser plus de souplesse. Concernant les menaces, voilà, donc du coup, globalement, là, c'est pareil, c'est pas valable uniquement sur cette zone. Il y a une augmentation de la fréquence et de l'amplitude des événements et aléas climatiques, donc avec des risques économiques pour les exploitations et les filières. Les évolutions climatiques que je vous ai évoquées tout à l'heure, eh bien, elles ont certes certains avantages, mais malheureusement, il y a quand même plus de menaces.
Donc il y a la modification des cycles de ravageurs. Donc là, c'est à la fois les ravageurs existants, mais aussi l'apparition de nouveaux ravageurs. On sait que c'est déjà un phénomène en cours. J'ai déjà évoqué l'augmentation de l'évapotranspiration et les besoins en eau, même si les précipitations ne vont pas trop bouger. On aura quand même plus de journées très chaudes, donc à des périodes, à des stades où ça peut poser souci, notamment au moment du remplissage du grain en céréales. Et puis ça peut entraîner des blocages de la pousse du maïs. Les sécheresses de fin d'été qui vont augmenter et qui vont certainement poser difficulté sur les périodes d'implantation du colza et des couverts, et puis qui vont aussi compromettre la mise en œuvre de faux semis, étant donné que si on met en œuvre des faux semis et qu'il ne pleut pas du tout, en fait, on voit pas du tout, ça va être complètement inefficace. La diminution des gels, eh ben, elle va entraîner plus de difficultés à détruire les couverts, puisqu'aujourd'hui c'est un levier qu'on utilise beaucoup. Donc ça va poser souci. Et puis l'augmentation de la fréquence des pluies au printemps, même si elle est toute relative, elle peut rendre difficile certains semis et la bonne valorisation de l'azote. Après aussi, quelque chose d'assez générique en termes de débouchés, bah, c'est le fait que sur les cultures de diversification, on a besoin de créer les filières qui vont avec, hein. Ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à dire assez souvent. Et puis, enfin, dernier point sur les menaces, c'est malgré le fait qu'il y ait des dispositifs d'accompagnement sur l'irrigation et le stockage, il y a encore beaucoup de questions et beaucoup de freins et de points de blocage sur les aspects réglementaires, de concurrence de l'eau. Et puis, malgré tout, comme je disais tout à l'heure, le fait que le coût d'irrigation augmente, notamment du fait de l'augmentation du coût de l'énergie. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cet atelier Grande Culture. Alors, je ne sais pas si j'ai pas vu s'il y avait des questions particulières. Alors, il y avait des questions effectivement sur y a-t-il pas une température au-dessus de laquelle le maïs ne se développe pas bien, mais tu l'as évoqué dans les menaces, je crois. Et une demande de précision sur ce que c'était la température en base 6, mais j'ai pas d'autres questions. N'hésitez pas à les poser dans le chat, hein. Entre chaque atelier, on aura un petit temps de questions s'il y a besoin de précision. Et si jamais il n'y a pas de questions, eh bien, je propose qu'on passe à l'atelier suivant. J'attends quelques secondes de voir s'il y a des questions qui sont en cours de rédaction. Alors, tu lis les questions, Thomas, ou... Oui, alors du coup, je vois, qu'entendez-vous par concurrence? Bah, en fait, on aurait pu mettre question de partage de la ressource, plutôt que dire concurrence d'ailleurs. C'était entre les différents utilisateurs de l'eau, comme cela a été mentionné tout à l'heure par les agences de l'eau. C'est à la fois l'usage eau potable, industrie, etc. Et agriculture, bien sûr. Ensuite, est-ce que l'augmentation des coûts des intrants n'est pas la première menace actuellement? Bah oui, si je l'intègre ici. Effectivement, j'ai parlé de l'énergie, mais globalement, à l'échelle des systèmes de culture, la préoccupation actuelle, c'est le coût de certains intrants et notamment le coût des engrais, c'est certain. Mais bon, ce n'était pas l'objet de cet atelier. À l'époque, on n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai, c'est une réalité. Cive implique également de l'irrigation supplémentaire. Bah, potentiellement, oui. Enfin, c'est pas une obligation, mais il y a potentiellement un besoin à un moment, au moment de l'implantation, hein. Mais du coup, bah, tout ça est lié, enfin, est soumis aux conditions d'irrigation, aux possibilités d'irrigation et disponibilité de ressources. Donc, ça ne se fait pas forcément, effectivement. Et bah, si je vais répondre par écrit, je vais mettre la définition dans le chat.